Tu ne bouges plus. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuelle Breuissal, donc professionnelle du tourisme. Je vais déjà vous faire un petit focus sur les femmes du tourisme, parce que vous devez vous demander effectivement ce que c'est que les femmes du tourisme. Alors, les femmes du tourisme, c'est une association de femmes dirigeantes qui ont des métiers divers et vraiment variés dans le monde du tourisme. On peut passer de la communication à l'événementiel, aux agences de voyage, aux autocaristes, aux hôteliers. On n'est pas une association féminisme. Là, tout de suite, on arrête. On est une association qui est là pour réseauter dans le tourisme au niveau des femmes. Et on est une association pour monter du projet constructif avec vraiment des perspectives d'évolution. Voilà, je vous le dis en quelques mots. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Femmes du Tourisme. Donc, moi, je suis Emmanuelle Breuissal, plus de 30 ans dans le tourisme. J'ai commencé dans le tourisme d'affaires chez American Express en tant que manager. J'ai ensuite parcouru un parcours de 10 ans dans le tourisme institutionnel. Donc, le tourisme institutionnel, c'est vraiment le tourisme régalien. Hein. Vous travaillez avec les élus. Ils mettent de l'ambiance de fou, là. Et je suis revenue dans le tourisme d'affaires il y a un peu plus d'1 an et demi. Voilà. Mais même si je continue à travailler dans le tourisme d'affaires et dans l'événementiel, j'ai aussi monté ma boîte. Donc oui, j'ai 2 jobs. J'ai monté ma boîte, j'ai monté ma société où j'apporte en fait mon consulting en stratégie de développement touristique territorial lié aux relations internationales. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi, je représente l'hôtellerie. Je suis directrice des ventes sur la partie corporate et séminaire pour une chaîne hôtelière qui s'appelle The Originals Hotels. On est juste à côté. On représente 350 hôteliers indépendants. C'est une coopérative, donc un modèle particulier d'hôteliers, tous différents, et on est partout en France. Voilà. Donc moi j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai plus de 30 ans aussi de carrière derrière moi, et toute ma carrière je l'ai faite chez Originals qui avant s'appelait Interhotel, et en fait je suis tombée dans l'hôtellerie assez jeune après un BTS tourisme et puis un parcours un peu atypique parce que je suis allée vivre en Angleterre. Et j'ai connu l'hôtellerie là-bas, et du coup, oui, c'est juste une preuve qu'avec un BTS Tourisme, on peut accéder à des postes de direction. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Joëlle Gillot. Alors j'ai un peu aussi la même chose en fait. J'ai commencé avec un BTS Tourisme. Et j'ai travaillé plus de 30 ans chez un tour opérateur. Au départ, c'était Nouvelles Frontières et maintenant, c'est devenu TUI France. Donc, j'ai occupé des postes complètement différents. Hein. Je me suis occupée de production, je me suis occupée également de contrôle qualité, de gestion de projet. J'ai travaillé aussi avec la distribution en étant responsable des partenariats. Et j'ai terminé ma carrière chez TUI il y a 1 an et demi. Et depuis, mais je l'avais déjà fait avant, en étant salariée, j'avais aussi créé mon auto-entreprise d'audit et de conseil. Et je suis donc depuis 2009 auditeur référent sur un label de qualité. J'audite des colonies de vacances, des voyages scolaires et des séjours linguistiques. C'est une partie du tourisme qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est un petit peu les mêmes mécanismes. Et également, je fais partie des femmes du tourisme, où j'essaie aussi d'intégrer des projets comme la démarche RSE, parce que je suis également formatrice et intervenante sur tout ce qui est démarche RSE, et j'interviens d'ailleurs dans certaines de vos écoles sur cette démarche-là. Voilà. Alors, on va quand même vous demander d'être un peu bavard quand même. C'est une conversation. Voilà, de ne pas hésiter à nous poser des questions. Nous, on aimerait bien savoir de quelle école vous venez, sachant qu'effectivement, Joël et donc Elisabeth vous ont parlé d'un BTS. Moi, par contre, je sors d'une école de commerce et je suis dans le tourisme. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut être dans le tourisme en sortant d'une école de commerce. Donc, voilà. Et nous, on aimerait bien savoir d'où vous venez. Vous avez le micro derrière. Vous n'avez pas
vous en tirer comme ça. Merci beaucoup. Alors, bonjour et merci beaucoup de nous accueillir. Alors, on est des étudiants du lycée polyvalent François 1er, donc à Vitry-le-François. Donc, nous trois, on est en 2e année et de l'autre côté, donc, ils sont en 1re année. Et donc, on effectue également donc, un BTS tourisme. Et je pense qu'on a des questions par rapport à tout ça. Je ne sais pas qui aurait des questions, peut-être. Non ? Allez-y. Hein. Du coup, vas-y. J'aimerais que vous nous redéfinissiez l'association Femmes du Tourisme, parce que j'ai pas tout pris en note. Alors, c'est une association, comme son nom l'indique, qui regroupe des femmes du tourisme qui ont des métiers ou qui ont exercé des métiers à responsabilité dans le tourisme. Ce ne sont pas forcément des dirigeantes. Ça peut être aussi des femmes qui ont leurs propres agences et de métiers complètement différents. On a de l'hôtellerie, on a de la formation, du tour opérateur, des agences de voyage, de la croisière, voilà. C'est très très vaste, des offices de tourisme. Daniela, merci. Donc en fait, c'est très très divers. Et le but, en fait, c'est de surtout se soutenir, s'aider, partager, échanger autour de thématiques liées à la position des femmes en fait dans le tourisme, parce que 70% des emplois sont exercés par des femmes dans le tourisme, mais au poste aux responsabilités, on est plutôt aux alentours de 40%. Donc en fait, nous, on essaie de s'épauler, s'il y a des gens qui sont en reconversion, etc., leur donner un peu des clés pour évoluer et tout ça. C'est vraiment un endroit d'échange et de soutien et de partage. Et en fait, on fonctionne en pôle de travail. Donc vous avez un pôle événement, un pôle communication, un pôle développement. Également un pôle solidarité et inclusion, et on est sur un atelier de travail là, qui est en train de se former sur la démarche RSE. Voilà. Donc c'est pas juste faire du projet pour faire du projet chez Femmes du Tourisme, c'est vraiment aboutir à quelque chose de concret, tel qu'un observatoire du tourisme d'ailleurs sur lequel on va commencer à travailler, qui va définir en fait un mapping en fait, et une carte d'identité de ce que sont les femmes dans le secteur d'activité du tourisme. Donc on n'est pas là juste pour se rencontrer et puis boire un coup. Ça nous arrive, mais on est là pour travailler aussi. Voilà. Et on est à peu près une centaine d'adhérentes. Les autres, vous êtes d'écoles différentes Non ? Vas-y, si tu as une question, vas-y, on la prend. Merci beaucoup. J'aurais une question, parce que j'ai entendu votre parcours par rapport au fait qu'après un BTS Tourisme, vous êtes parti étudier notamment à l'étranger, donc en Angleterre. Et ma question serait la suivante. Alors, par exemple, dans ma situation personnelle, j'envisage par la suite, après mon BTS Tourisme, de partir donc à l'étranger pour notamment poursuivre peut-être soit mes études ou pas poursuivre dans le tourisme. Est-ce que, pour vous, comment on peut vraiment y procéder donc après un BTS Tourisme? Est-ce que c'est vraiment faisable Voilà. Alors évidemment, c'était pas la même époque, hein, vous l'avez compris. Non, mais rien n'a terriblement changé. Le fait est que quand vous sortez d'un BTS tourisme, souvent l'anglais manque. Être fluent en anglais, c'est obligatoire. Et moi, ça a été une chance inouïe, en fait. Je suis partie pour 6 mois. Ça m'a plu, j'y suis restée 3 ans. Je suis revenue avec une richesse incomparable. Alors, bien sûr, je suis revenue avec l'anglais courant, mais pas que ça. Toute cette richesse de vivre dans un autre pays, et même si c'est un pays voisin, il y a plein de choses à apprendre. Et je pense qu'il faut y aller de manière simple, c'est-à-dire que pas forcément qu'en Angleterre, vous pouvez aller à Malte, vous pouvez aller un peu plus loin dans des pays qui sont anglophones. Et l'hôtellerie, c'est vrai que c'est très facile de trouver un premier job. Et moi, j'ai commencé vraiment à la réservation groupe. Tu vois, j'ai commencé par Résinter à la réservation groupe. Et puis petit à petit... Ouais, Résinter, ouais, tu nous mets des années en arrière, là. Mais forcément, on dit plus de 30 ans de carrière.
Donc en fait, c'était la centrale du groupe Accor D'accord. pour les groupes à l'époque. Oui. Et donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai mis mon pied dans l'hôtellerie et j'y ai construit ma carrière. Et puis, j'ai fait mes preuves. Et avec de la niaque, de l'envie, on arrive à plein de choses. D'accord. Ah bah, merci. Même aujourd'hui, j'en suis sûre. Et nous, on a envie de trouver des jeunes qui ont cette appétence, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de monter en compétence, en fait. Ça, c'est d'une richesse incroyable. Si je peux compléter, c'est vrai qu'une expérience à l'étranger, c'est déterminant. Moi, c'est un peu la même chose. Je suis partie 3 mois aux États-Unis après mon BTS et ça m'a permis d'intégrer Nouvelles Frontières. Donc, c'est vrai que c'est toujours un plus et maintenant, c'est aussi tout à fait d'actualité. C'est aussi le fait de maîtriser la langue, mais c'est des ouvertures, entre guillemets, c'est vrai, c'est un peu le basique, mais sur le monde. Et c'est vrai que quand on veut travailler dans le tourisme, c'est quand même bien de voyager un peu avant. Parce qu'après, vous allez avoir des difficultés de le faire, parce que vous allez le faire, mais dans un cadre de travail. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est vrai qu'on a des BTS, mais on a quand même ensuite fait beaucoup de formations. Pour évoluer, on doit aussi se former. Donc il faut vraiment prendre ça. On arrive peut-être avec un niveau qui est le niveau standard, mais si on veut accéder à des postes différents, à responsabilité, etc., c'est important de se former. C'est d'autant plus important de se former quand on est une femme, parce que souvent il faut faire la preuve qu'on est bon, qu'on maîtrise, qu'on a la légitimité. Donc c'est un message que je vous donne. Peut-être que les choses vont changer, mais j'espère que vous serez là aussi pour les faire changer. Donc voilà. D'autres questions? Bah nous, on en a. C'est bête, hein? Oui. Alors, on commence par celle-là. Quelle perception avez-vous de la place des femmes dans le tourisme? Est-ce que vous voyez une différence, pas de différence? Quelle est votre vision? J'ai l'impression que les femmes sont surreprésentées au tourisme. Quand on regarde les compagnies aériennes, c'est des poupées en fait. Ils sont habillées pareil, coiffées pareil. Bah, les hommes aussi, mais je trouve que, en tout cas, surtout dans l'aérien et même dans l'hôtellerie, c'est des jeunes femmes très apprêtées. Et alors que on voit moins les hommes en tout cas. Même dans notre classe, ils sont 3 garçons pour une dizaine de filles. Donc... Vous êtes quelle option? Vous avez des options particulières? Non, c'est quoi? C'est un BTS tourisme? Un BTS tourisme. D'accord. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que disait Joël. Le tourisme, c'est un secteur d'activité, on ne va pas se cacher, qui est féminin. Vous êtes d'accord? Il y a plein de femmes. Sauf que ces femmes-là, elles sont à ce stade-là. C'est-à-dire qu'elles sont sur l'opérationnel et sur le technique. Trop souvent. Et quand vous voyez des femmes qui ont des responsabilités, il y en a très peu, ou alors ce sont des femmes qui ont monté leur boîte. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut changer, mais malheureusement, c'est un fait. C'est vraiment un fait. Alors après, effectivement, comme tu le dis, les hôtesses de l'air, dans l'hôtellerie, parfois il y a des codes, c'est vrai. Il y a des codes et il y a des codes vestimentaires qui sont imposés. C'est comme ça. Est-ce que ça changera un jour? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des codes vestimentaires qui sont imposés. Mais par contre, vraiment, les femmes dans le tourisme, et c'est aussi ça, l'association des femmes du tourisme, on est une association de femmes dirigeantes, entre guillemets, mais le tourisme est féminin, certes, mais il est féminin de façon opérationnelle et technique. Voilà. Quelqu'un veut répondre? Non? Dans vos classes, vous n'en parlez pas? Non, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire? Du tout? Plutôt tour opérateur, hôtellerie? Non, pas du tout, du tout? C'est un peu le néant, là, pour l'instant, vous ne savez pas trop. Il y a peut-être trop de choses, trop d'informations? Il n'y a pas un secteur qui vous intéresse plus qu'un autre, non? Parce que c'est très varié, hein, le tourisme, c'est très, très, très varié. Hein. Quel secteur vous intéresse?
Adèle et moi, on est plus orienté vers hôtesse de l'air, pardon. Ah, oui. Ouais. Et moi, ce serait plus aussi Mais près de la... agent de voyage. Donc, tu veux travailler dans une agence de voyage? Oui, voilà. D'accord. Donc agent de très bien. voyage. Non, il faut ça parler. s'appelle Pour comme parler, il faut être près du micro, c'est pour ça. D'accord, mais agent de voyage, c'est très bien, oui. Il y a d'autres secteurs et peut-être des choses différentes, oui. Alors moi, ce serait dans l'œnotourisme, mais je sais que c'est un peu un secteur plus masculin en ce moment, actuellement en tout cas. Oui, c'est pas sûr en fait. On peut avoir des femmes qui se sont mises là-dedans aussi, hein, si. Bah, de ce que j'ai vu à Reims quand je me suis renseignée, Oui. c'était beaucoup à l'accueil en fait les femmes et pas beaucoup dans les visites ou Mm. au guide justement. Ouais, ce sont Alors, des exploitants. Oui. Sur l'œnotourisme, parce que je suis originaire de Cognac, donc tu vois, je vais te parler d'un domaine que je connais bien. Il y a beaucoup de femmes. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont récoltantes, qui ont des maisons de cognac, des maisons de négoce, et il y en a de plus en plus, vraiment. Et l'œnotourisme, c'est quelque chose qui met en avant la gastronomie française, qui met en avant le savoir-faire français, et il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans ce secteur-là. Donc, vas-y. En plus, ce sont des métiers un peu émergents. Donc, on est un peu autour du tourisme responsable, le tourisme durable. Hein. Je pense que ça va aussi entrer dans les prochaines années dans les gènes, hein. Et j'espère d'ailleurs. Donc, tout ce qui est œnologie, etc., c'est tout à fait dans ces aspects-là aussi. Tourisme durable, tourisme responsable. Il faut y penser aussi également. J'ai plus de questions. On a la chance d'avoir un professeur là ici. Ah. Très bien. Qui peut poser plein de questions aussi. Allez, on y va. Prendre cours, Emmanuel. Alors, moi, je suis enseignante en tourisme et en communication, notamment à l'IREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, plutôt sur des niveaux master. Et en même temps, j'ai mon agence de communication spécialisée tourisme. J'avais pas spécialement de questions, mais si je peux faire une remarque, on trouve aussi beaucoup les femmes dans les métiers de la communication touristique. La plupart des dirigeantes d'agences de communication tourisme sont des femmes. Voilà, pour aussi alimenter le débat avec un autre élément. Là, on retrouve plus de femmes, parce que dans les métiers de la communication, il y a plus de femmes. Donc, c'est un élément supplémentaire et c'est aussi un débouché pour vous. Sachez-le, en ayant fait du tourisme, parce que moi, j'ai fait études de tourisme, master tourisme à l'IREST, on peut faire de la communication touristique. Community manager, attaché de presse, relations avec les blogueurs, web marketing. C'est aussi un débouché possible pour vous. Oui, nous avons des adhérentes qui sont aussi dans la communication, l'événementiel. Vous voyez, c'est vraiment très vaste. Et il y a beaucoup d'horizons possibles. Alors, on a un peu vu la troisième question que j'avais prévue, c'était justement vos attentes sur les opportunités d'emploi dans le tourisme. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça ou c'est encore trop tôt? Est-ce que vous dites j'ai choisi la bonne voie, je suis sûre que je vais trouver un job, c'est bon? Pas d'inquiétude, bah, tant mieux, c'est bien. Et à votre avis, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux alors dans les métiers du tourisme? Est-ce que vous, de votre point de vue, peut-être que comme vous êtes une autre génération, vous voyez peut-être les choses différemment? C'est possible, puisque vous êtes dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes, etc. Est-ce que vous pensez partir avec les mêmes chances? Est-ce que vous voyez faire votre carrière entière dans le tourisme? Non, mais c'est une vraie question. Hein. Est-ce que vous voyez faire carrière dans le tourisme jusqu'à la fin? Est-ce que c'est pour vous... pourquoi vous avez choisi le tourisme déjà? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des études de tourisme en fait? Là, vous pouvez répondre. Hein. Moi, j'espère. Rassurez-nous là. Hein. Allez-y. Hein. C'est quoi? C'est les voyages? C'est quoi? Merci. Moi, personnellement, ce serait plus la médiation culturelle, donc le fait de transmettre à des touristes, un groupe de visiteurs notamment, le patrimoine, donc les notions sur du patrimoine. Sinon, alors, il y a quand même quelque chose qui m'attire pas trop dans le tourisme,
Alors, c'est peut-être une crainte personnelle, c'est les agences de voyage. Voilà. J'avoue que, voilà, pour être honnête, ça m'attire pas beaucoup parce que j'ai peur d'être trop derrière un bureau et, entre guillemets, être trop, voilà, de pas être trop en contact avec le visiteur d'une manière de médiation ou quoi que ce soit. Et après, ce serait une expérience à mener, mais je sais pas si je pourrais la mener à long terme. Après, est-ce que, voilà, dans la médiation, tout ça, je sais pas si c'est quelque chose qui peut être durable. Donc voilà. Alors, je vais juste prendre la parole parce que moi, je vous l'ai dit, j'ai un cursus, j'ai fait 15 ans chez American Express Voyage d'affaires dans une agence de voyage, donc en tant qu'agent de voyage. Et ensuite, j'ai été responsable et directrice dans le tourisme institutionnel. Donc le tourisme institutionnel, c'est vraiment, vous travaillez avec des élus, c'est les stratégies de développement touristique territorial, c'est la mise en avant du patrimoine, c'est la médiation culturelle, etc. Donc c'est complètement différent. Le métier en agence de voyage, oui, on est statique. Hein, c'est clair que quand on est en agence pignon sur rue, on va avoir des clients. Donc ça, c'est très agréable. Par contre, effectivement, vous avez le tourisme d'affaires où vous êtes plus effectivement en plateau d'affaires, où là, vous avez peut-être un peu moins de contact, si ce n'est au téléphone, effectivement, avec vos clients. C'est aussi un métier technique, hein, parce qu'on travaille sur des GDS. Donc c'est très technique en termes de billetterie. On a une responsabilité quand même, hein, de faire partir nos clients, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Donc voilà, c'est un métier, ce sont deux métiers à part. Après, sur le tourisme institutionnel, donc, qui est vraiment une stratégie de développement touristique territorial, qui peut être départementale, qui peut être régionale, il y a toujours à faire. Voilà, il y a toujours des projets à mener, c'est inépuisable en fait. C'est inépuisable d'une part parce que dans le tourisme institutionnel, comme vous travaillez avec des élus, forcément tous les 6 ans, je vous rappelle qu'il y a des élections, donc forcément tous les 6 ans, vous risquez de changer d'élu avec qui travailler, et forcément, vous allez peut-être lâcher les projets que vous avez commencé à mener pour en mener d'autres. Et en fait, quand vous êtes sur ce métier-là, vraiment, vous avez toujours à faire. Et c'est vraiment très passionnant parce que ce sont des métiers qui sont hyper challengeants. Donc vous aurez toujours des opportunités de projets qui seront vraiment superbes. Pas seulement dans les agences de voyage. Mais dans les agences de voyage, il y a aussi, c'est super intéressant aussi. Hein. Oui. Il peut y avoir aussi des expériences à destination. Tu peux travailler comme délégué à destination, tu peux travailler au sein d'un réceptif à destination, tu peux faire du terrain. C'est pas mal aussi au début de faire du terrain parce qu'on connaît mieux en plus ce qui se passe réellement. Et après intégrer une agence ou un groupe. Donc je pense qu'aussi il y a des choses à faire aussi à l'extérieur qui peuvent vous apporter beaucoup pour la suite aussi. C'est encore une expérience, puis c'est vrai qu'on est jeune, on n'a pas trop d'attaches, donc on peut partir 6 mois, 1 an quelque part dans un pays, voir autre chose et revenir avec une expérience tourisme différente qui pourra vous aider dans votre parcours ensuite professionnel. Il ne faut pas oublier l'hôtellerie. Oui, justement. Parce que quand vous êtes à la réception et que vous croyez en votre produit et que vous l'aimez, eh bien, il faut savoir en parler. Et lorsque vous recevez des touristes du monde entier, c'est super intéressant de leur parler du local, de l'amour du terroir, de tout ce qu'ils peuvent aller visiter, etc. Et c'est ça aussi le contact qui rend le job intéressant. Enfin, j'ai toujours considéré que c'était essentiel. Alors, il y a aussi un métier, et c'est vrai, c'est aussi en agence de voyage, vous faites aussi de l'événementiel. Et là, par contre, il faut savoir être créatif. Il faut savoir être créatif, force de proposition, il faut être capable de monter du programme pour pas une personne individuelle ou deux. Il faut être capable de monter des programmes pour 100, 150, 200, 300, 400 personnes. Leur organiser, ça peut être en France, ça peut être à Paris, ça peut être à l'étranger. Et là, par contre, vous avez un travail qui est très minutieux et qui va être pareil. Vous allez créer, en fait. Donc, en fait, il faut s'amuser dans la création. Le tourisme, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que déjà, c'est un métier qu'on fait avec passion. Donc, déjà, si vous l'avez choisi, j'espère que vous êtes passionné, que vous allez être passionné, parce qu'autrement, changer. Voilà. Il faut aimer l'humain, surtout. Il faut vraiment aimer l'humain. Voilà, parce que si vous n'aimez pas l'humain, ça va être compliqué parce que vous êtes en relation constante avec les clients. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon. Mais il faut vivre en fait le tourisme comme une passion. Et il faut avoir aussi une force d'adaptation.
parce que c'est un métier qui est en mutation, comme on le voit, hein, avec la transition numérique, l'IA, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui ont déjà changé. Hein. Nous, on a vécu beaucoup de mutations, mais ça va continuer. Donc, il faut savoir s'adapter, s'adapter personnellement, s'adapter aussi au sein des entreprises. Donc, c'est aussi un peu un métier assez challengeant. Est-ce que vous avez... Oui, très bien. Merci. Puisqu'on parle des mutations et justement de l'IA, moi c'est une question que je me pose. Est-ce que ça va mettre en péril certains métiers dans la communication, dans la création de carnets de voyage? Est-ce qu'il y a certains métiers qui vont disparaître ou comment, au contraire, faciliter du travail rébarbatif Justement, on a eu un atelier ce matin organisé par les SCAET, une école de tourisme. Et on avait beaucoup de partenaires divers et variés. Et on a travaillé sur ce sujet-là, justement. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, l'IA, c'est un peu comme la RSE. Tout le monde, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait, derrière, et quel impact ça va avoir. Donc, en fait, ce qui est ressorti de cet atelier, c'est qu'il fallait que ça soit cadré et que les gens soient formés. Et les managers soient formés. Et à quoi ça va servir dans l'entreprise. Il y a des choses très rébarbatives qui sont dans le tourisme. Par exemple, quand il faut créer des fiches produits, etc., c'est assez répétitif. Pour trouver les photos, il y a des histoires de crédit photo et tout, c'est parfois on s'arrache les cheveux. Donc il y a des choses comme ça qui pourront être déportées sur l'IA ou les transitions numériques. Donc si c'est bien fait, si c'est bien cadré, ça peut être un support et un soutien et un apport qui va permettre justement de retirer toutes ces tâches qui sont très chronophages et de permettre aussi la créativité. Je pense que c'est intéressant aussi dans ce domaine-là. La seule chose, c'est qu'il faut bien connaître son sujet, il faut savoir quelles sont les limites et à quoi ça va servir dans l'entreprise. C'est ça le plus important. Et de cette façon-là, ça va être apprivoisé parce que le problème, c'est que ça fait peur, parce que c'est comme partout, quand on met des nouvelles technologies en place, les gens se disent je vais perdre mon travail. Donc, en fait, il faut que ça soit apprivoisé, il faut que ça soit compris et ça soit mis en place de façon step by step, on va dire, et c'est quelque chose qui va être dans la durée. Mais il faut bien connaître son sujet avant de partir tête baissée à utiliser toutes ces nouvelles IA, tout ce qui est numérique, etc. Il faut que ça soit approprié au métier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Joël. En fait, il ne faut pas s'emballer. Tout le monde s'est emballé pour le métaverse il y a quelques années. On en est où là ? Nulle part. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a toutes les trois, nous on a connu les premiers, ce qu'on appelle brokers, c'est-à-dire les premiers sites internet qui bradaient en fait les billets d'avion non vendus ou les réservations d'hôtels avec des griffes tours. Ça nous rajeunit ça, mais voilà. Donc après, là, je vous les cite plus, maintenant, kayak, machin, tout ça. Mais en fait, on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de clients qui reviennent dans les agences qu'on appelle pignon sur rue, c'est-à-dire dans les agences de voyage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Covid est passé par là. Les gens se sont retrouvés un petit peu dans la... Voilà, les remboursements de billets d'avion via certaines plateformes, etc. Ça a été compliqué à gérer. Et il y a beaucoup de clients qui se disent, du coup, moi je reviens en agence de voyage parce que je veux avoir un contact humain. On est revenu sur l'humain aussi et non plus le contact machine. Et ça revient de plus en plus. Concernant les nouvelles technologies, effectivement, l'IA, donc tout le monde en parle, et c'est vrai que vous êtes jeunes, et vous ne voyez que par les nouvelles technologies, on ne va pas se mentir. Donc nous, on s'adapte aussi, parce que déjà, c'est hyper intéressant. Mais encore une fois, il ne faut pas s'emballer. Moi, je prends toujours l'exemple du métaverse, où tout le monde s'est emballé. Il y avait des trucs partout, le métaverse, ceci, le métaverse, cela, 2 années après, qu'est-ce qui reste du métaverse ? Pas grand-chose. Et puis, effectivement, l'IA, il faut faire attention. Il y a des choses qui peuvent être... il faut gérer, il faut apprendre à doser et à gérer correctement. On peut utiliser les nouvelles technologies, bien évidemment, parce que, comme le disait Joël, le tourisme est en constante mutation, donc il faut savoir s'adapter. Mais avec parcimonie, en dosant, et il n'y aura pas de perte d'emploi. Puisqu'on aura besoin de gens aussi derrière les écrans pour créer en fait le contenu de ces nouvelles technologies.
bonjour. Alors, je ne suis plus étudiante, mais je suis quand même en insertion en fait dans le milieu touristique. Donc, je voulais profiter pour vous demander votre avis. D'abord, effectivement, il y a cette question d'un peu un paradoxe parce que les femmes, elles sont surreprésentées dans le marché touristique, dans le secteur touristique. Mais moi, des expériences en tout cas que j'ai eues dans le tourisme, que ce soit en hôtellerie ou en planification de voyage, j'ai l'impression que les femmes rencontrent quand même beaucoup d'obstacles au quotidien. C'est un secteur qui reste malgré tout assez misogyne en fait, du fait des relations, je pense, du fait d'être toujours en contact en fait avec du public masculin. Et deuxièmement, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez aussi des femmes en tant que marché, qu'en tant que public du secteur touristique. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui voyagent, en fait, notamment qui cherchent à voyager seules, qui cherchent à voyager avec des enfants peut-être. Et les femmes sont quand même une grosse partie de la population mondiale et de cette part de voyageurs. Et pourtant, on s'y retrouve assez peu finalement dans les offres de voyage pour les femmes et également peut-être dans l'offre hôtelière. En fait, les problématiques féminines ne sont peut-être pas assez prises en compte encore. Je vais me permettre de répondre juste vers la fin de cette question. Il commence à y avoir quand même des labels qui existent. Il y a She Travel, par exemple, qui qui travaille avec des hôteliers pour mettre en place des critères pour l'accueil des femmes. Donc ça commence un petit peu à bouger aussi. Et vous avez aussi des agences de voyage qui se spécialisent sur des voyages femmes solo, etc. Alors c'est un début, c'est comme tout, hein, on commence toujours petit, mais il y a une prise de conscience qui arrive. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant à long terme, on va dire. Donc je pense qu'après la misogynie, c'est pas forcément que dans le tourisme, hein. Donc c'est vrai qu'on a souvent alors surtout peut-être que tu pourras plus en parler, mais c'est souvent quand même des entreprises familiales hein, au départ, hein, même des agences de voyage familiales, et même souvent les grands responsables et tout, dans les grands groupes et tout, ce sont des hommes. C'est un peu ça qui est un peu le souci, parce que c'est ce plafond de verre qu'il faudrait commencer un petit peu à pouvoir un petit peu enlever, quoi. Mais je pense que c'est l'historique qui veut ça. Souvent, c'était des entreprises petites, tenues par un exploitant, et après, il fait travailler ses enfants, etc. Puis après, on fait venir un peu des gens de l'extérieur. Donc, on reste dans un truc assez patriarcal, souvent. Ça, je parle des petites entreprises. Et puis, dans les grands groupes, souvent, on va prendre des gens qui sont surdiplômés, puisqu'on a cette main-d'œuvre féminine qui va faire l'opérationnel. Et en fait, on va pas recruter forcément des femmes à des postes à responsabilité. Par exemple, au COMEX, c'est souvent... Alors, parfois, il y a une femme qui est au COMEX. Et en général, c'est la personne qui est responsable des ressources humaines. C'est presque tout le temps comme ça. Voire la communication. Évidemment, la communication, les femmes, ça leur va bien. Donc, c'est un peu de l'humour, mais c'est un peu ça ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est à vous, hein, surtout les jeunes, à travailler un petit peu là-dessus. Nous, on a commencé le travail, vous voyez, puisqu'on a une centaine de femmes qui sont dirigeantes, qui ont des postes de responsabilité dans le tourisme. Je pense que ça n'a pas été évident pour tout le monde. Il faut savoir aussi, saisir les opportunités. C'est toujours un peu le problème aussi des femmes, hein, de ne pas se valoriser, de ne pas se sentir légitime, avoir un peu le complexe de l'imposteur. Donc c'est un peu tout ce travail à faire aussi au niveau des femmes, à faire sur soi pour pouvoir accéder à ces postes et puis un peu casser, oui c'est vrai, ce constat que c'est très masculin et très voire misogyne. Bon là, je pense que c'est pas lié spécialement au tourisme. Non, alors c'est vrai que dans l'hôtellerie, je dois dire que effectivement, tu parlais de petites sociétés familiales. Donc moi, je l'ai vécu. Oui, ça l'est, ça le reste, mais je sens une amélioration. Mais c'est aussi à nous vraiment d'aller de l'avant, de prouver. Alors c'est vrai que c'est toujours pénible parce qu'on a l'impression qu'on a toujours besoin de prouver davantage que les hommes. Mais c'est un fait. Et prouvez-leur
que vous êtes là et que vous avez la force en vous. Et je pense que ça va s'améliorer, forcément. C'est obligatoire. Moi, je pense que c'est le défi, les filles. Là, hein. C'est vraiment ça. C'est vrai que la misogynie, c'est partout. Hein. Je pense que c'est dans tout secteur d'activité, soyons honnêtes. Quand on discute un peu, même avec d'autres, des amis qui ne sont pas forcément dans le tourisme, on voit bien qu'il y a des choses qui existent encore et qui ne devraient pas être. Maintenant, dans le tourisme, effectivement, ça change un peu, mais voilà, on y est toujours hein, quand même. Hein, on y est toujours, effectivement, avec des gros postes à responsabilité qui sont tenus par des hommes. Oui, c'est vrai. D'autres questions ? Bonjour, je n'étais pas là au début de la conférence, mais je ne sais pas exactement d'où vous venez. Moi, je suis consultante dans le domaine du tourisme. Je voulais savoir dans les différents parcours, les différentes carrières qui ont été les vôtres, les collègues que vous avez rencontrés et les différents recrutements que vous avez vécus autour de vous. Est-ce que vos viviers sources sont plutôt les établissements publics, je pense aux universités, ou plutôt les écoles? Je vous ai entendu parler de l'ESCAED, j'ai vu que sur le site de MSC, puisqu'on est juste à côté, l'école de Lausanne est privilégiée. Je voulais savoir quel était votre sentiment par rapport au recrutement qui se fait plus secteur public, universitaire, sur leur segment supérieur, ou plutôt école, et pourquoi ces préférences? Je vais commencer, vous allez compléter. En fait, comme moi j'ai commencé il y a très longtemps avec Nouvelles Frontières, c'était M. Jacques Maillot à l'époque, hein, quand même fondateur de la marque. Et lui, en fait, ce qu'il privilégiait, c'était le terrain. Donc on ne prenait même pas des gens qui sortaient des écoles, on prenait des gens qui avaient fait le tour du monde ou qui connaissaient très très bien une destination, qui avaient vécu en Amérique du Sud. Et là, c'était des gens qui pouvaient emporter le client en fait. Hein. C'était vraiment ça. Et après, on a eu une deuxième vague. C'était plutôt justement les écoles de tourisme, les BTS, c'était niveau BTS en général. Et après, c'était la troisième vague, donc là, on est plus dans les années 2000, c'était plus tout ce qui est école de commerce, parce qu'en fait, il y a une notion qui est arrivée dans les entreprises, c'était la gestion des projets, gestion de projets. Donc souvent, les écoles de commerce, elles savent gérer des projets, c'était le gros truc de l'époque. Donc on prenait souvent des gens d'école de commerce qui n'y connaissaient rien au tourisme, et ce n'était pas grave parce qu'en fait, ça se faisait assez bien entre les gens qui étaient des opérationnels qui connaissaient le terrain, ceux qui avaient un peu une pratique différente parce qu'ils avaient des connaissances différentes, donc ça fonctionnait très très bien. Donc, mais par contre, moi, de mon parcours, je n'ai pas eu tellement de gens du domaine de l'enseignement public. C'était plutôt enseignement privé, école de tourisme ou école de commerce. Dans l'hôtellerie, clairement, on privilégie les écoles. Tout simplement parce que nous avons des besoins de jeunes dans l'opérationnel qui ont déjà fait des stages et qui savent ce que c'est que la réception, la restauration. Donc c'est tout simplement pour ça. Après, d'autres postes, pourquoi pas, hein. J'ai l'impression que ça quand même, ça a tendance à évoluer aussi, ça. Alors moi, quand j'ai commencé chez Amex, c'était que des gens qui sortaient d'école de tourisme. Voilà, c'était vraiment que ça. Des gens qui avaient un cursus vraiment tourisme. Moi, j'ai un cursus à la fois licence universitaire, mais école de commerce. Donc effectivement, comme le disait Joël, plus dans la stratégie à long terme, les finances, comment on va gérer un budget, en termes de RH, qu'est-ce qu'on va apporter, voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme cash flow dans les finances, etc. Donc avec des termes bien précis. Moi, je vais vous parler en tant que manager. Et je me fiche de savoir si en fait ça sort d'une fac, si ça sort d'une école de commerce, si ça sort en fait d'une école de tourisme. Pour moi, c'est la personne en fait qu'on embauche. C'est la personne qui est motivée, c'est la personne qui a envie. Il m'est arrivé moi d'embaucher quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans le tourisme, qui était commercial, et je l'ai embauché parce qu'il était motivé, parce qu'il avait envie d'apprendre. Donc effectivement, avoir un cursus, que ce soit universitaire ou d'école, qui soit vraiment lié au tourisme, oui, bien sûr, mais on peut très bien avoir fait une licence en tourisme comme moi et une école de commerce après, et on peut être bon aussi dans le tourisme. Donc après, je pense que c'est une histoire de manager, une histoire de directeur, une histoire de recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, dans le recrutement, on est plus ouvert
sur le public ou sur des écoles de tourisme? Je pense oui quand même. Mais on va effectivement privilégier, beaucoup vont privilégier effectivement les écoles de tourisme ou les masters qui sortent de l'IREST énormément. Je pense que le plus important, c'est tout de même la motivation. C'est-à-dire que quand on a un candidat qui n'est pas du tout issu du tourisme, qui est vraiment très très motivé, qui apporte aussi des idées, parce que je pense aussi que c'est intéressant d'avoir des regards parfois extérieurs, même si ce n'est pas le bon moment, on peut tout à fait dire mais oui, mais moi ce qui m'intéresse, ça serait plutôt ça, j'aimerais bien travailler sur ce projet-là. Bon, bah, pourquoi pas. Maintenant, les managers sont beaucoup plus ouverts qu'avant. C'était, bon, bah, tu t'assois là, tu te connectes et puis tu commences à bosser. C'est beaucoup moins. Donc, si vous avez des idées, il faut les faire. Alors, il faut le faire au bon moment. Mais parfois, c'est intéressant aussi d'apporter un peu votre valeur ajoutée, votre vision. Vous avez des capacités que peut-être qui ne sont pas exploitées parce qu'on ne maîtrise pas les compétences, parfois dans une entreprise. Donc c'est bien aussi en tant que jeune d'apporter aussi votre valeur ajoutée. Et il ne faut pas hésiter. Parce que parfois aussi, ça dénote en disant bah, tiens, c'est vrai, c'était pas mal, tiens, son idée là de créer, bon, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, c'était le service ou d'apporter ce service en plus, etc. Donc n'hésitez pas, il ne faut pas être passif. C'est pas, voilà, parce que sinon bah, on retombe toujours dans l'opérationnel, etc. Donc ça peut être un travail opérationnel, mais à côté, vous pouvez proposer de travailler sur un projet que vous pouvez présenter ensuite à la direction. Et puis on ne sait jamais, ça peut tout à fait fonctionner. Tant en formation initiale qu'en formation continue. Non, les deux. C'est-à-dire que quand vous avez des recrutements en formation initiale, vous orientez autant là, sur l'un que sur l'autre, mais sur la formation continue de vos salariés, le développement des compétences, est-ce que vous recherchez plutôt l'offre de formation au sein des universités ou, puisque je parle du post-BTS, ou au sein des écoles? Il y a des CPF. Est-ce que vos CPF flèchent plus vers des formations universitaires ou vers des formations d'école? C'est un sujet qui m'intéresse. Non, on ne flèche pas. C'est-à-dire que pour tout ce qui est CPF, tout ce qui est formation, ça peut être des formations universitaires comme ça peut être des formations en école. Donc, il n'y a aucune, modèle. Il n'y a plus de modèle. Enfin, il n'y a plus le modèle qu'il y avait il y a des années où on prenait systématiquement des élèves qui sortaient de BTS et qui venaient en fait dans les écoles, et on allait prendre quelqu'un qui sort de BTS tourisme d'une école, de l'école Tunon à l'époque ou de l'école le FHT, etc. On savait que il y avait un cursus tourisme, on les prenait. Vous avez entièrement raison, je me suis trompée. En fin de compte, ce n'est pas du CPF dont je voulais parler. Que formation professionnelle. Voilà, mais c'est plutôt sur le plan de formation de l'entreprise dont je parlais. Quand je parlais de flécher. Voilà. Donc vous avez des recommandations, vous orientez vos salariés vers un certain type de formation. Ils vous demandent l'autorisation de partir en formation. Et là, on est hors CPF, on est plutôt sur le plan de formation de l'entreprise. Et je voulais savoir si vous cherchiez davantage à flécher et à orienter, et si vos listes de formation étaient plutôt des formations de l'enseignement supérieur public ou privé. Alors, il y a toute formation. Moi, je vais parler de la formation que j'ai connue moi, dans le tourisme institutionnel. Il y a des formations qui sont générées par ce qu'on appelle les comités régionaux du tourisme, qui sont des formations qui sont gratuites, etc. Donc, on va effectivement faire partir notre personnel avec leur accord. Attention, c'est aussi et en fonction des besoins vraiment de ce qu'on a besoin de développer sur la structure. Donc là, effectivement, ils vont faire ces formations-là. Après, si un membre de l'équipe a envie de faire une formation pour obtenir une certification RSE, je ne vois vraiment pas pourquoi on lui refuserait en fait. Enfin, pardon, mais pour moi c'est logique, quoi. Parce que non seulement il pourra le mettre à profit au sein de l'entreprise, mais il pourra le mettre à profit ailleurs quand il ira voir ailleurs, et pas forcément dans le secteur du tourisme. Donc
il faut garder une certaine quantité de formations en fait, qui sont en lien avec le tourisme pour développer les projets au sein de la structure. Maintenant, il y a des vraies formations de transversalité qui peuvent être possibles pour les salariés et les collaborateurs qui ne sont pas forcément en lien avec le tourisme. Encore une fois, la RH, des choses comme ça, le digital, des formations digitales, des formations réseaux sociaux pour la com, c'est pas du tourisme pur, quoi. Nous, c'est pareil. En fait, au niveau de la chaîne hôtelière, en fait, on est école de formation. Donc, on forme nos hôteliers, on forme leur personnel au métier de l'hôtellerie, que ce soit tout ce qui est yield management, revenu management, tout ce sur quoi les hôteliers ont besoin de compétences parce que ce n'est pas forcément... leur métier premier, c'est vraiment d'accueillir le client. Et donc tout ce qui est technique, nous on leur apporte avec l'école de formation ce dont ils ont besoin. Oui, de mon point de vue, en fait, ce sont les entreprises, elles dispensent des formations, elles financent des formations en fonction de leurs besoins, souvent. Donc c'est souvent des besoins opérationnels. Quelqu'un va prendre un poste de chef de service de telle entité, on va lui dire tu as besoin d'avoir une formation sur tel thème. C'est souvent quand même très lié à l'activité de l'entreprise. C'est plus compliqué de vouloir faire des formations qui soient un petit peu en dehors du scope de l'opérationnel ou de l'activité de l'entreprise, sauf si on a vraiment un réel projet et qu'on peut le présenter à la direction. Ça rappelle un peu ce que je disais tout à l'heure, en disant voilà, si je fais cette formation, je vais pouvoir justement peut-être démarrer une démarche RSE qui va pouvoir vous apporter quelque chose, qui sera avec des indicateurs, quelque chose, il faut arriver avec son dossier. Moi, de ce que je connais, c'est quand même souvent des formations qui sont très très liées à l'activité de l'entreprise. C'est quand même compliqué de se faire financer ou même si on veut rester dans l'entreprise et après proposer quelque chose, quand on revient de la formation, on repart à son poste en fait. Et souvent il y a des gens qui ont fait des formations certifiantes d'assez haut niveau. Et puis en fait, ils réintègrent leur poste. Donc moi je l'ai vu et je trouve que c'est un petit peu quand même décevant parce que la personne, souvent c'est des formations assez longues en plus, il y a eu un investissement. Et qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle va aller ailleurs. Alors, pour fidéliser les collaborateurs, c'est un petit peu compliqué, mais l'entreprise, elle a financé une formation, et puis la personne, elle va aller proposer ses services ailleurs. Donc c'est vrai que ça reste quand même, de ce que je connais, peut-être que ce n'est pas partout pareil, mais de ce que je connais, ça reste quand même des formations très liées au métier. Il va falloir qu'on arrête, Joël. Moi, je vous fais juste... on est bavarde, vous voyez. Je voulais juste vous dire, vous êtes les professionnels du tourisme de demain. Vivez-le avec passion. Et moi, je dis toujours que moi, je suis le leader de ma vie professionnelle. Donc, soyez les leaders de votre vie pro. Voilà. Bonne chance à vous. Bonne continuation.